Messieurs, bonjour. 15 heures sur la RTD, le journal. Voici les titres. Hier, le Premier ministre par intérim, accompagné d'une délégation ministérielle, s'est rendu à Yoboki pour évaluer sur place les conséquences des intempéries et la situation actuelle des habitants sinistrés. Et au Brésil, 14 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion à Barcelos, une ville touristique d'Amazonienne brésilienne, selon les autorités. C'était les titres, bienvenue à tous. À la suite des violentes intempéries qui ont frappé la sous-préfecture de Yoboki, dans la région du Dikil, hier, le gouvernement a immédiatement déployé une première vague d'assistance pour venir en aide aux familles sinistrées. Cette aide comprenait des kits alimentaires et des fournitures essentielles. Après une première phase de distribution de secours qui a eu lieu quelques jours après les intempéries, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a diligenté une enquête sur le terrain afin d'évaluer les dégâts occasionnés. Cette enquête a permis de sélectionner méticuleusement les ménages bénéficiaires en utilisant des critères stricts tels que la vulnérabilité, le handicap, la non-propriété et la taille de la famille. Parallèlement, l'Agence djiboutienne de développement social a évalué l'état des infrastructures et des équipements endommagés en vue de leur réhabilitation. Dans le même temps, une mission d'évaluation et d'identification des bénéficiaires des logements de la Fondation Droit au logement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est déroulée dans la sous-préfecture. Cette mission avait pour objectif d'identifier les ménages les plus vulnérables et éligibles à recevoir un soutien supplémentaire, notamment en matière de logement. Après cette étape d'identification, une séance de validation des listes et des bénéficiaires s'est tenue en présence de la ministre des Affaires sociales, Loufa Ismaël Abdo, du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamed, ainsi que du directeur général de la Fondation Droit au logement, des autorités régionales, des chefs locaux et des notables de Yoboki. Hier, le Premier ministre par intérim, Ali Hassan Badon, accompagné d'une délégation ministérielle, s'est rendu à Yoboki pour évaluer sur place donc les conséquences des intempéries et la situation des sinistrés. Écoutons un extrait du discours du préfet. Une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans le développement de notre région d'Ikil. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour l'inauguration de 50 nouveaux logements, une initiative louable de la Fondation IONG qui n'est autre que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ces logements sont destinés aux familles nécessitées de la sous-préfecture de Yoboki. Je voudrais commencer par exprimer ma sincère reconnaissance à son Excellence le Premier ministre par intérim, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, celui de la Santé, de la décentralisation, de la solidarité, de l'environnement et tous les membres du Parlement qui sont présents ici. L'inauguration de ce logement est le fruit d'un effort collectif, de la volonté et de la générosité de la Fondation IOG qui œuvre inlassablement pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables parmi nous. Ces 50 logements ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont des foyers où l'espoir et la dignité trouveront leur place. Nous comprenons tous que le logement est l'un des besoins les plus fondamentaux de chaque individu et de chaque famille. En offrant ce logement aux familles nécessiteuses de Yoboki, la Fondation IOG ouvre la porte à un avenir meilleur, à la stabilité, à la sécurité et à l'opportunité. Ces logements ne sont pas seulement un toit au-dessus de nos têtes, ils sont les symboles d'une communauté qui se serre les coudes, qui se soutient mutuellement et qui se dresse ensemble pour surmonter les défis. Vous l'aurez compris, c'est donc le préfet de la ville de Dikil. Les membres du gouvernement ont rencontré les résidents touchés et inspecté les services publics endommagés tels que le poste de santé, le lycée et les installations électriques qui seront réhabilités dans les plus brefs délais. Écoutons les interventions respectives du ministre de l'Intérieur suivies de l'intervention du ministre de la Santé. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères gratitude à la population de Yoboki qui nous a accueillis de manière mais vraiment
avec une population très nombreuse. Je le remercie. Et nous avons l'honneur également aussi d'avoir la présence de Hadji Medina Mohamed Youssouf, qui est l'icône de Yoboki. Après ça, je voudrais expliquer que la grande délégation ici ministérielle qui est là n'est pas là spécialement pour la distribution de logements ici aujourd'hui. Certes, c'est un moment important que nous avons voulu partager avec les autorités qui ont été chargées de distribuer ce logement et dont à sa tête la ministre de la Solidarité. Si cette grande délégation ministérielle est venue aujourd'hui, c'est surtout pour être à côté de la population de Yoboki suite aux dégâts qui ont été causés par la catastrophe due au changement climatique, les grandes pluies torrentielles avec les vents qui ont impacté les maisons et les habitations ainsi que l'ensemble de la population de Yoboki. Et bien sûr, suite à cette catastrophe, l'État a pris effectivement à bras le corps ses moyens et dans un premier temps, la ministre de la Solidarité, en association avec effectivement les autorités administratives de la région et coutumières, sont venus porter les premiers secours pour pouvoir assister et contribuer à la suite de l'aide concernant effectivement la reconstruction des habitations qui ont été impactées. Et bien sûr, par la suite, il y a un comité qui est actuellement sous le préfet de la région qui est en train d'étudier quel serait, avec les moyens dont on dispose, quel serait le moyen le plus approprié pour que cette population de Yoboki retrouve effectivement ce qu'elle avait perdu avant cette catastrophe. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, remercier la population de Yoboki pour son accueil chaleureux ici à Yoboki. Les équipes médicales de Dikil sont avec vous depuis quelques jours et donnent assistance aux sinistrés de Yoboki. Le médecin-chef, ses équipes de Dikil sont venues en renfort aux équipes médicales qui sont ici au niveau du poste de santé de Yoboki. Nous avons hier après-midi ramené également un surplus de médicaments, mais également des moustiquaires qui seront distribués aux sinistrés, Inch'Allah. On se tient aujourd'hui ici à cette cérémonie de la remise de clés des logements sociaux, mais également il y a l'extension du poste de santé. Cette extension du poste de santé est effective. Il manque quelques équipements qu'on va compléter dans la semaine et qui sont en chemin. Vous aurez à la fin de cette semaine l'extension de ce poste de santé de Dikil qui sera effectif, Inch'Allah. On va également augmenter, il y a également du personnel qui seront affectés et qui sont déjà venus au niveau de Yoboki. Yoboki sera un centre qui sera différent des autres postes de santé. On va un peu changer le nom, ce ne sera plus, disons, un poste de santé, mais plutôt une polyclinique parce que l'hôpital va délivrer toutes les prestations nécessaires qu'on peut retrouver dans une polyclinique, que ce soit les soins, que ce soit la biologie. Ce sont ces équipements qui manquent. Nous avons également augmenté la pharmacie communautaire. Donc il y aura également des techniciens supérieurs en pharmacie qui seront développés ici. Donc ce sera un pôle médical qui sera assez suffisant pour permettre les soins de la population de Dikil qui augmentent de plus en plus. Et à l'issue de ces rencontres, une cérémonie de remise des clés des logements de la Fondation Droit au logement du président Ismaël Omar Guelleh a eu lieu, permettant à quelques 50 ménages bénéficiaires de recevoir leur nouveau logement. Cette cérémonie, placée sous le haut patronage du Premier ministre par intérim, a réuni des membres du gouvernement, des autorités locales, des parlementaires et des notables de la région. Le président de la République a honoré l'un des notables de la sous-préfecture en nommant la nouvelle cité Abdallah Oudom Hamadou. Cette initiative a apporté joie et soulagement à 50 familles qui ont reçu les clés de leur nouveau logement, marquant une étape cruciale vers la réinstallation des familles sinistrées.
Au total, 50 ménages sinistrés ont bénéficié de ces logements sociaux, démontrant l'engagement du gouvernement envers les populations les plus vulnérables. Sous l'impulsion du président de la République, la reconstruction et la réhabilitation des habitats précaires des familles non encore relogées ont également été lancés. Il est important de noter que les logements de la Fondation Droit au logement du président de la République ont atteint un chiffre record de près de 3 000 jusqu'à présent. Ils sont destinés aux populations vulnérables identifiées par le registre social sur l'ensemble du territoire de la République, témoignant de l'engagement continu du chef de l'État envers les plus nécessiteux et de sa priorité nationale pour la construction de logements sociaux. Le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement continuent de collaborer étroitement pour garantir que les familles touchées par cette catastrophe naturelle reçoivent le soutien nécessaire pour reconstruire leur vie. Cette initiative reflète l'engagement du chef de l'État de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Autre information, le second atelier de co-création du projet Play to Learn, financé par l'USAID et mis en œuvre par Maud McDonald en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, l'UNEFD et l'association Sunna Al-Haya, s'est tenu aujourd'hui au Sheraton Hotel. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès à l'éducation préscolaire à tous les enfants de 3 à 6 ans afin qu'ils bénéficient d'un enseignement de qualité et inclusif. L'atelier lancé par la représentante de l'USAID, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, l'inspectrice générale et le directeur général de l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale a réuni des participants issus des institutions précitées, mais également de l'UNICEF et des milieux associatifs. Cet atelier a pour objectif de présenter le bilan de l'année 1 du projet Play to Learn et d'élaborer le plan d'action de l'année 2 avec les différents partenaires à travers une approche participative. Écoutons un extrait donc de la représentante de l'USAID. Des activités de l'année passée pour ainsi mieux se projeter et identifier les activités pour le plan d'action de la deuxième année. Je remercie notre partenaire d'exécution, Maud McDonald, pour l'organisation d'un deuxième atelier. Play to Learn est un projet axé sur l'éducation de la petite enfance, un sujet crucial pour l'USAID et le gouvernement djiboutien. Sa particularité réside dans sa capacité à rassembler le gouvernement dans sa diversité, un bon nombre de partenaires, les membres de la communauté et la famille autour de nos enfants. Au nom de l'USAID et du gouvernement américain, j'applaudis l'engagement de tous, que l'enseignement préscolaire soit au cœur de vos priorités et cette forte synergie entre les partenaires pour la deuxième année. Je vous remercie tous pour votre participation et vous souhaite de fructueuses discussions. Écoutons un extrait du discours de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Madame Anissa Hassan Baden. C'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour ouvrir l'atelier Jouer pour apprendre, financé par l'USAID. Mes premiers remerciements en parlant au nom du ministère de la Femme et de la Famille à l'USAID qui a financé ce projet. Mes remerciements vont également au ministère de l'Enseignement, le MEDFOP, le ministre, le secrétaire général et tous les collaborateurs qui sont toujours prêts à nous épauler. Comme vous le savez, le ministère de la Femme et de la Famille a pour mandat de la petite enfance, allant de 3 ans à 4 ans. À partir de 5 ans, c'est le ministère de l'Éducation, le MENFOP, qui est chargé. Le ministère de la Femme et de la Famille
a mis en place les garderies et crèches communautaires qui sont encore à un stade embryonnaire, qui sont développées, qui sont en phase de développement. Et avec l'appui de ce projet, nous sommes en train d'élargir et d'approfondir par la formation et l'encadrement. Il est aussi de notre rôle et de notre responsabilité d'apporter le soutien financier à la communauté pour qu'elle puisse éduquer les enfants du préscolaire. Aujourd'hui, à Djibouti, le préscolaire n'est pas obligatoire, mais il est fondamental et important. Si on veut avoir un capital humain important, c'est l'investissement de l'enfant au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Écoutons à présent le mot de l'inspectrice générale de l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale, Madame Mona Ismaël Abdou. De nous retrouver aujourd'hui ici pour cette année 2, c'est la deuxième année, toujours dans la même dynamique, je pense, de démarche. On s'inscrit toujours dans cette démarche partenariale, on s'inscrit toujours dans cette démarche participative. Donc c'est un atelier de co-création et c'est vous tous ici présents, les ressources des différents ministères, des partenaires, etc., qui allaient contribuer à ce plan pour le ministère de l'Éducation nationale. Le préscolaire constitue une grande priorité. C'est inscrit dans notre schéma directeur 2021-2035. Et nous le pensons à travers vraiment le prisme de la qualité. On se dit qu'un enfant qui a fait le préscolaire, il est mieux outillé, il est mieux préparé, il est mieux paré. Et c'est une espèce de garantie de rétention par la suite au niveau du cursus scolaire. Donc aujourd'hui, notre mission au niveau du ministère de l'Éducation, il y a la mission de scolariser, d'inscrire. Mais ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est la mission de récupérer les élèves déscolarisés. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTD. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, par le biais de la Direction de l'Environnement, a organisé aujourd'hui un atelier d'information et de sensibilisation au Palais du Peuple à l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette année, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone a pour thème à restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique, mettant en avant la contribution du protocole de Montréal aux efforts de lutte contre le changement climatique. Ce thème encourage tous les acteurs à poursuivre leurs actions exemplaires visant à protéger à la fois la couche d'ozone et le climat dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le directeur de l'environnement, Hussein Dilach-Rableh, en présence de Mme Eman Gouane Anou, représentant du PNUD à Djibouti. L'objectif principal de cet atelier est de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à la problématique de l'érosion de la couche d'ozone et aux mesures prises tant au niveau national que international pour sa préservation. Planète. Et cette journée qui est célébrée aujourd'hui, où démarrent les assemblées générales des Nations Unies à New York, où tous les États vont amplifier leur engagement sur les objectifs de développement durable, est symbolique. Donc je crois que nous savons tous que nous devons œuvrer ensemble, chacun à son niveau, pour nous assurer que nous avons encore une couche d'ozone qui peut nous protéger et protéger notre santé, protéger notre vie, protéger la planète. Donc je souhaite que nous puissions ensemble découvrir un peu plus ce que nous pouvons faire ensemble à travers le projet Ozone, ce qui a déjà été fait au niveau du pays et quelles sont les perspectives pour que nous puissions tous ensemble nous impliquer davantage. Dans le cadre de la mise en application du plan de gestion et d'élimination progressive des hydrochlorofluorocarbones, des formations sont régulièrement organisées en faveur des acteurs concernés par ces substances. Et c'est dans ce cadre que la Direction de l'Environnement a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes sur la protection de la couche d'ozone. Écoutons le directeur de l'Environnement, M. Hussein Dilach-Rableh. Réel plaisir d'être parmi vous pour célébrer ensemble la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Comme chaque année à pareille époque, et à l'instar du concert des nations, notre pays célèbre en ce 18 septembre
2023, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. En effet, qu'il me soit permis de vous le rappeler en cette occasion que la couche d'ozone, par son rôle de filtre du rayonnement ultraviolet nocif du Soleil, est le bouclier protecteur de toute vie sur Terre. Pour votre information, en 1994, l'Assemblée générale a proclamé le 16 septembre, date anniversaire de la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette journée a pour objectif d'informer et sensibiliser vers une plus grande prise de conscience du public dans la mise en œuvre des actions de préservation et de protection de notre couche d'ozone, bouclier céleste de notre Terre. Cette journée, c'est aussi l'occasion d'amener nos concitoyens à devenir des agents au service du développement durable, et ce afin de garantir un futur sûr et plus prospère. En cette année 2023, marquant le 36e anniversaire de l'adoption du protocole de Montréal, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone a pour thème « Restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique ». Un slogan soulignant la contribution du protocole de Montréal aux efforts de lutte contre le changement climatique. Il met en évidence que le protocole de Montréal ne se limite pas uniquement à la préservation de la couche d'ozone, mais qu'il a également un impact significatif dans la lutte contre le changement climatique. Au Brésil, je vous le disais en titre, 14 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion à Barcelos, une ville touristique d'Amazonie brésilienne. Selon les autorités, l'avion a manqué son atterrissage à Barcelos sous une forte pluie. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire à la sécurité de l'État lors d'une conférence de presse. L'appareil est sorti de la piste après avoir atterri trop loin, tuant les 12 passagers et 2 membres d'équipage. Selon les premiers éléments de l'enquête, les passagers étaient tous des hommes brésiliens qui se rendaient dans la région pour pratiquer la pêche sportive. Et ces inondations en Libye, la menace d'une épidémie plane sur la ville de Derna, contrairement à une croyance profondément ancrée, les dépouilles des victimes de catastrophes naturelles ne présentent pas de risque particulier pour la santé. C'est ce qu'ont rappelé la Croix-Rouge et l'OMS, mais le danger vient surtout de l'eau. Durement frappée par des inondations qui ont fait des milliers de morts, la situation sanitaire est très préoccupante en Libye. Les autorités locales et les organisations internationales mettent en garde contre d'éventuelles épidémies causées non pas par des cadavres mais par l'eau. Une marche qui marque le début de la semaine du climat de New York, une rencontre annuelle soutenue par l'Assemblée générale des Nations unies. 75 000 militants pour le climat venus du monde entier, des jeunes pour la plupart, se sont rassemblés ce week-end à New York. Leur cible, les nouveaux investissements mondiaux dans les combustibles fossiles. Ils ont notamment accusé le président américain d'avoir trahi ses promesses électorales. Les États-Unis restent le plus grand consommateur de pétrole et de gaz. Un mot sport à présent. Sadio Mané et Cristiano Ronaldo ont poursuivi leur série de buts dans la Roche Saudi League et en battant Al Raid 3-1 samedi. L'attaquant international sénégalais a retrouvé le sourire sur la pelouse en ouvrant le score à la 46e minute. En seconde partie, le Brésilien Talisca a inscrit le second but pour Al Nassr, ouvrant la voie à Cristiano Ronaldo, venu inscrire le 3e but de son équipe dans le dernier quart d'heure. Plus tard, la star portugaise a failli inscrire un doublé à la dernière minute de jeu, mais son but jugé hors jeu a été refusé après la fin du match. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 22h pour un autre journal.